Donc, bonjour à tous. On est avec Tommaso au laboratoire Excel là pour vous proposer un format d'échange un peu spécifique ou un peu nouveau. On commence à avoir l'habitude maintenant de faire des webinaires de temps en temps. Là, ce que je voulais, c'était restituer un peu en temps réel les premières observations que l'on peut avoir du millésime 2021. Donc, l'idée était de pouvoir rapidement débriefer de données qu'on a au laboratoire. D'où le terme en live, parce que certaines données qu'on va évoquer, on les a traitées il y a quelques heures seulement. Les parties qui sont celles que pH, acidité, richesse en anthocyanes, tout ça, c'est des choses qui sont facilement accessibles aujourd'hui sur différents sites ou différents médias ou la façon de les observer. On voulait venir sur des choses un peu plus, pas précises, mais qui donnent d'autres indications par rapport euh, aux raisins et aux conditions des vendanges à venir. Donc en faisant un focus sur la microflore, sur les raisins 2021, puisque c'est une analyse que l'on pratique depuis de nombreux millésimes maintenant, et ça donne un bon état des lieux avec le recul que l'on a de l'exploitation de ces données. Les dosages de cuivre, voilà, on vous expliquera pourquoi on a voulu parler de ça, et on fera le lien avec des analyses d'électrochimie qu'on a pu réaliser sur des jus et des mous depuis quelques jours. Et puis Tommaso vous présentera un indice vendange qui a été récemment développé, enfin qui a été testé les années précédentes et puis qu'on ouvre à tous ceux qui veulent l'utiliser pour ces vendanges-là. Et puis un point sur les arômes que Tommaso fera également. Voilà. Donc la microforce sur raisin, comme je vous le disais, ça c'est des slides qu'on présente fréquemment, mais c'est vrai que depuis maintenant 2005 ou ces années-là, on sait que le raisin est tapissé de nombreuses levures et de bactéries. On peut aller chercher par différents outils, soit d'observation, soit de dénombrement sur milieu GLZ, soit de PCR, soit de cytométrie. Donc nous, le protocole que l'on fait, c'est de laver les raisins et de travailler sur l'eau de lavage de ces raisins. C'est ce qui est illustré dans le petit Erlenmeyer qui est en bas de la diapositive. Donc ça permet d'aller chercher les populations de levures et de bactéries. Donc c'est des analyses que l'on fait depuis maintenant quasiment la fin août, d'abord dans le sud de la France, puis maintenant pas mal sur Bordeaux et sur d'autres vignobles comme le Val-de-Loire, la Bourgogne et l'Alsace. Les données globales qu'on peut vous présenter à l'heure où on se parle, si on prend les données qui ont été accumulées ces derniers jours, c'est qu'on est sur des populations moyennes de levure sur raisin de plus de 1 million de cellules par B, B sans S, excusez-moi. Mais c'est une population qu'on va voir très très importante, hein, puisque voilà, 1 million de cellules, c'est considérable. Si on considère après qu'une baie peut potentiellement donner 1 millilitre aux approximations près, ça veut dire que cette population pourrait quasiment la transposer à une cellule par millilitre de mou, 1 million de cellules par millilitre de mou, et ça c'est la population en plein pic fermentaire quasiment. Donc les populations de levure sur raisin sont très très importantes cette année. Inversement, les populations de bactéries ne sont que de quelques milliers de cellules par baie. Donc ça, c'est beaucoup plus bas quand on fait la comparaison avec les autres millésimes. Donc les levures par baie, c'est des choses qu'on suit depuis de nombreuses années et on voit bien que 2021 est effectivement dans une tranche haute des millésimes en termes de richesse de levure par baie de raisin. On est quasiment sur, en tout cas, ce qu'on a comme base de données, un millésime avec des teneurs records, encore plus élevés que l'an dernier, qui était déjà assez haute. Et inversement, on voit que sur les bactéries, par contre, on est très très bas en termes de bactéries sur raisin. Donc c'est vraiment à l'heure où on se parle qu'on a ces données-là, principalement des données qui nous viennent du sud de la France, de Bordeaux, du Val-de-Loire. Et Bordeaux, là, on a beaucoup de données qui arrivent aussi ces derniers jours ou ces jours à venir. Donc ça sera aussi à affiner. On regarde aussi les espèces de levures présentes. On sait que la diversité, elle change selon les conditions du millésime et selon la maturité du raisin. Ça, c'est l'évolution des différents pourcentages de levure sur raisin issus de travaux faits dans ces années 2005-2006. On voit la proportion de différentes espèces. Aujourd'hui, on est capable d'aller chercher spécifiquement et plus simplement qu'on le faisait en 2005 ou 2006 certaines espèces
et on se concentre au laboratoire sur la partie des espèces avec une certaine capacité fermentaire, parce que sur la fin de la maturité du raisin, c'est quand même celles-ci qui vont, un, être le plus présentes sur les raisins, et deux, être potentiellement les plus impactantes lorsque commencera le processus de vinification. Donc, en plus des dénombrements qu'on vous a présentés, levure totale, bactéries totales sur raisin, on fait des PCR pour identifier les principales espèces de levure non Saccharomyces. Et voilà où on en est sur les raisins 2021 en termes de levure non Saccharomyces. Donc les non Saccharomyces sont quand même dominantes sur raisin par rapport aux Saccharomyces. Et au sein de ces non Saccharomyces, on va aller chercher les germes qui ont une capacité à se développer dans le mou avec un dynamisme fermentaire plus ou moins véloce. Euh, voilà. Donc, globalement, on cherche les levures Enseniaspora, Varum, Torulaspora, Menchenikovia, donc Fruticola et Pulcherrima, les levures du genre Pichia et la Sensea thermotolérance. Aujourd'hui, on voit que les raisins 2021 sont en majorité recouverts d'Enseniaspora Varum à 44%, presque la moitié des levures non Saccharomyces que l'on identifie sur raisin à ce stade sont des Enseniaspora Varum. On voit que le genre Menchenikovia est assez présent, principalement l'espèce Pulcherrima. Sur ce constat-là, on est un peu sur le même constat que le millésime précédent. Ça, c'est des analyses qu'on avait fait sur le millésime précédent, avec une autre représentation des données, mais en prenant trois échantillons qui nous venaient, eux, du Val-de-Loire l'an dernier. On se rendait compte qu'effectivement, déjà, Menchenikovia et Enseniaspora étaient les levures les plus globalement dominantes sur raisin en termes de levure non Saccharomyces, et qu'Enseniaspora ovarum était aussi très importante l'an dernier. Alors ça, c'est un phénomène, les causes de cette présence d'Enseniaspora, voilà, elles sont pas bien connues. Si on revient sur ces données précédentes qui datent de 2005-2006, on voit qu'Enseniaspora était déjà détectée, mais pas avec les mêmes pourcentages, même si on allait là chercher un pourcentage dans une population plus globale, puisque aujourd'hui on ne cible plus Cryptococcus, Rhodotorula, qu'on sait pas du tout active en fermentation. Enseniaspora a été détectée, mais clairement, on voit une tendance ces derniers millésimes à que Enseniaspora soit plus présente sur raisin. Est-ce que c'est la conséquence des pratiques viticoles, voilà, de choses comme ça? Peut-être que c'était une levure qui était un peu plus sensible à certains traitements qui n'ont plus lieu aujourd'hui. En tout cas, les raisins sont plus riches en Enseniaspora ovarum. C'était le cas l'an dernier et ça semble être le cas aujourd'hui. Alors, Enseniaspora ovarum, contrairement aux autres qui sont ciblés là, dans le Saccharomyces, c'est pas une levure très sympathique, entre guillemets, parce que les métabolismes sont relativement hétérogènes en termes de souches au sein de cette espèce. Certaines souches peuvent produire pas mal d'acidité volatile, d'acide acétique ou d'acide organique qui vont contribuer à une prise d'acidité volatile. Et l'an dernier, on a été sensibilisé à différents cas où Enseniaspora ovarum était très présent sur raisin, qui ont concouru à des difficultés de netteté aromatique. Ça, voilà, c'est pour reprendre les exemples de l'an dernier. On s'est rendu compte que, voilà, en comparaison deux mous qui étaient initialement très riches en Enseniaspora ovarum, dans certains cas, et c'est le cas du deuxième lot, déjà Enseniaspora ovarum était un opposant finalement à l'introduction de la LSA, et dans certains cas pouvait déjouer l'implantation de la LSA si on ne lui fermait pas la porte assez rapidement. On a eu pas mal de soucis de fin de fermentation qu'on pouvait, quand on traçait et comprendre, revenir à des populations d'Enseniaspora ovarum sur raisin et sur des phases préfermentaires qui avaient laissé la possibilité à Enseniaspora ovarum de se développer. Après, dans certains cas aussi où on a eu la chance d'avoir des modalités qui comparaient des processus ou des itinéraires, quand justement il y a eu des itinéraires de gestion de ces phases préfermentaires d'un point de vue microbiologique, par de la bioprotection, par du sulfitage, choses comme ça, et puis dans l'autre modalité, la porte avait été laissée ouverte à Enseniaspora ovarum. Fréquemment, les vinificateurs sont venus vers nous en disant que la modalité où Enseniaspora ovarum était plus présente, s'était plus développée, était moins nette aromatiquement. Alors, on a essayé dans certains cas, d'essayer de comprendre. Et souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte production, enfin, la possibilité d'avoir des esters d'acides gras en quantité plus importante lorsqu'Enseniaspora ovarum avait eu la liberté de se développer, et avec des conséquences de lourdeur, de notes
voilà, qui alourdissait les vins et qui perturbait la netteté aromatique, notamment quand c'était pour des objectifs de profil avec une typicité forte de cépage, notamment sur des sauvignons. On a eu pas mal de cas où Ancillaspora ovarum était très présente sur raisin et lors de phases de stabulation un peu longues, en fait, Ancillaspora ovarum s'était développé durant ces stabulations sans fermenter, mais arrivé à des populations très, très importantes. Ça avait perturbé l'implantation des LSA et ça avait concouru à voilà, des résultats aromatiques qui n'étaient pas ceux escomptés, compte tenu des efforts réalisés en stabulation et autres. Donc voilà, je pense que c'est une levure qu'il faut faire, sur laquelle il faut prêter une attention. Elle est présente, elle était présente l'an dernier. On a objectivé des cas et on a pu la mettre en évidence par rapport à des difficultés fermentaires et à des soucis de netteté aromatique. Elle semble être présente aujourd'hui sur les raisins 2021. Ça, c'est un exemple qui montrait que la bioprotection semblait être un bon outil pour contrer Ancillaspora ovarum, puisque là, c'est l'usage de la Zimaflor égide qui a été utilisé par le client, et on a vu que, en faisant des suivis très réguliers de PCR, Torula spora et Melchinicovia, qui étaient apportés par cette bioprotection, avaient surpassé la population d'Ancillaspora ovarum. Et ça avait été un cas où justement on n'avait pas observé de difficultés fermentaires ni de déviation aromatique par la suite. Quand on s'intéresse aux levures, on s'intéresse forcément à Brettanomyces, à ce fantôme, à ce spectre qui nous préoccupe tous. Donc aussi depuis 2003, on cherche Brettanomyces sur raisin par différentes voies analytiques. La première, c'est une phase d'analyse directe. Donc on place les baies de raisin dans la solution de lavage qu'on vous a montré dans la photographie de la carte précédemment. Puis on fait une PCR directement sur cette eau de lavage. Donc la PCR est soit positive, soit négative. L'analyse indirecte, c'est qu'on prend cette eau de lavage qu'on place dans un milieu d'enrichissement qui est favorable à la croissance de Brettanomyces avec de l'alcool, des antibiotiques, et peu favorable aux autres levures. Comme ça, on espère que Brettanomyces, très faiblement présente, se développe et devienne détectable. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse indirecte. Et depuis qu'on a le test type Brett au laboratoire depuis 2018, on rajoute aussi ce test-là quand on a détecté des Brettanomyces pour voir si les Brettanomyces qui sont présentes sur vignoble sont sensibles aux résistances au soufre. Donc, donc il y a différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est il y a ni l'analyse directe ni l'analyse indirecte ne révèle de Brettanomyces sur raisin, donc on peut se servir de ça comme un indicateur de faible risque Brettanomyces sur les raisins. L'autre cas de figure, c'est que l'analyse directe elle est négative et l'analyse indirecte est positive. Donc là, il y a une présence, mais les autres germes sont tellement dominants que bon, Brettanomyces, si on continue à lui fermer la porte, ne doit pas être dans les phases préfermentaires en tout cas un problème. Et puis le deuxième cas, c'est quand les deux analyses sont positives. Là, ça veut dire que même directement, on est capable de détecter des Brettanomyces, donc elle est nécessairement présente à un niveau de population et de répartition qui fait qu'il faut prendre cette information comme un vrai outil de pilotage des phases préfermentaires et fermentaires pour éviter les risques Brettanomyces. À ce jour, sur les raisins 2021, on n'a pas eu de détection positive en analyse directe et indirecte de Brettanomyces, ce qui est plutôt un bon point. L'an dernier, on avait vraiment eu des détections à la fois directes et indirectes positives. Alors ça peut très vite évoluer. Ça, si on reprend l'exemple du millésime 2018, vous voyez précédemment, 2018, il y avait l'analyse directe qui était négative et indirecte qui était positive. Ça a été vrai une bonne partie de la campagne, mais après, on a eu rapidement des PCR indirectes, donc positives, et sur la fin de la maturité, lorsque des maturités avaient été poussées un peu longues, on commençait à avoir des PCR directes positives. Donc l'information sur Brettanomyces, il faut la prendre telle qu'elle est aujourd'hui, sur des raisins qui ne sont pas encore complètement mûrs, qui ont encore quelques jours à passer au vignoble. Et très vite, ça peut quand même, vous voyez que là, il y a une partie presque exponentielle au début de la montée des histogrammes qui peuvent évoluer, principalement avec l'évolution de l'état sanitaire des raisins, parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où il y aura des pellicules fragiles, Brettanomyces sera aussi assez friand pour s'y engouffrer. Donc, ce qu'on pouvait dire sur ce qu'on voulait dire sur raisin par rapport aux résultats que l'on a aujourd'hui sur ces raisins 2021, c'est que il y a une population de levure qui est ultra dominante à des niveaux très très importants. Qu'au sein de ces levures, Ancillaspora semble être une levure qui est très importante. Donc va falloir fermer la porte à ces levures si on veut que les fermentations se passent relativement bien, si on veut que les implantations de LSA soient positives. Donc ça, c'est une information qui est importante.
Alors la compréhension de ce phénomène, voilà, il nécessite encore, voilà, des travaux et des études scientifiques. Ça a été une année, sensible au niveau, fongique. Les levures restent quand même des micro-organismes proches des moisissures. Est-ce qu'il y a un lien? C'est le constat qu'on peut faire. Peu de bactéries et peu de Brettanomyces, mais attention cependant à l'évolution possible qu'il peut avoir en lien avec l'état sanitaire dans ces prochains jours. Et c'est des choses qu'on répète, mais même si un raisin vous paraît sain visuellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas botrytisé, les chiffres qu'on a présentés vous montrent bien 1 million de cellules sur une baie, c'est pas rien. Donc il faut vraiment prendre en considération qu'ils seront couverts de micro-organismes, ces raisins, et que voilà, même s'ils sont c'est sain visuellement, il y a pas de botrytis, il y a pas de marqueur qui vous alerte, ils sont recouverts de micro-organismes. Alors après, c'est des choix techniques de les laisser s'exprimer ou d'essayer de les contrôler par de la bioprotection, par du sulfitage, par une gestion des phases préfermentaires comme les macérations préfermentaires ou la stabulation. Et il faut le savoir en tout cas. Et dans les évolutions qu'on craint dans les jours à venir, si l'état sanitaire se dégrade, il y a forcément le Brettanomyces qui sera surveillé et les bactéries acétiques, parce qu'on s'est aussi rendu compte lors des derniers millésimes que les populations de bactéries acétiques augmentaient très rapidement sur la fin de maturité des raisins et qu'on pouvait avoir des populations très très importantes. Hier, on a eu un cas d'un raisin avec 10 puissance 8 de bactéries acétiques. Donc c'était des raisins qui a priori ont été abîmés par les vignes abîmées par le ver de grappe durant la campagne. Mais quand on est sur ces niveaux-là, il peut se passer beaucoup de choses après en termes de développement microbien non souhaité. Voilà pour la partie microbiologique. La partie cuivre, là aussi des informations qu'on voulait vous restituer parce qu'elles nous ont interpellés, parce on est quand même face à des teneurs en cuivre relativement élevées sur les raisins 2021. Si on prend tous les échantillons qu'on a à analyser à ce jour, on est à 3 milligrammes par kilo de raisins de cuivre, et sur les raisins bio, on est quasiment en double, donc ça, c'est pas surprenant. Et en fait, nous, ça nous a alertés parce qu'on suit ça chaque année, et depuis 2018, on n'avait pas vu de valeur aussi élevée. 2018 restait l'année record en termes de teneur en cuivre dans les raisins et dans les mous. Ça, c'est les valeurs moyennes des mous en 2018. On était monté même jusqu'à 22 milligrammes par litre sur un jus de benne en 2018. Là, on a battu ce record-là récemment, puisqu'on a eu un 24 milligrammes par litre. Voilà, bon, c'est une information qu'il faut avoir aussi en connaissance. Ça pourra pas mal évoluer parce que les phénomènes de lessivage par les pluies peuvent intervenir aussi jusqu'à la récolte. Donc ça peut baisser. Mais ça a son influence, hein. Là, dans les mous en fermentation, on en retrouve là, ces différents mous en fermentation dans un château, dans un partenaire. On voit que dans certains mous, il y a quand même des teneurs assez notables de cuivre. Les 2 impacts qu'on peut suspecter par rapport au cuivre, c'est des impacts fermentaires. Voilà, à 4 milligrammes par litre dans le mou, ça va pas bloquer la fermentation. Par contre, on a fait pas mal d'études et de travaux avec certains partenaires depuis 2018 notamment, et qui démontrent quand même que ça peut fragiliser une population de levures, avec des conséquences comme la montée de volatiles sur la fin de fermentation, la production de composés type acides gras qui vont perturber par la suite la fermentation malolactique. Voilà, c'est quand même un stress quand on est à 5 milligrammes par litre de cuivre pour la levure, qui ne va pas bloquer la fermentation, mais qui peut avoir des conséquences. Donc il faut l'avoir en tête, notamment aussi sur la disponibilité des acides aminés. Le cuivre va réagir par exemple avec les acides aminés soufrés qui ne sont plus disponibles pour la levure en termes de nutrition. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et puis l'impact aromatique qui nous semble quand même à prendre en considération. Euh, pour reprendre l'exemple du millésime 2018, au moment des vendanges 2018, on entendait souvent que les raisins n'étaient pas très riches en précurseurs aromatiques. Nous, pourtant, quand on faisait des analyses de précurseurs de thiol, on trouvait que les valeurs étaient très élevées. Et on pense qu'il y a eu beaucoup de pièges d'arômes par le cuivre sur vin. Et le phénomène aussi qu'on commence à voir et à toucher, c'est que quand il y a du cuivre en fermentation, ça biaise un peu la perception des défauts de réduction qui peuvent apparaître, parce que le cuivre va réagir avec ces composés soufrés et qui ne vont pas être impactants d'un point de vue aromatique au moment des fermentations et à des moments où. Par contre, après, ces interactions vont se dissocier, et ces composés soufrés vont devenir impactants et avoir leur importance en termes de notes de réduction. Donc, il faut être assez vigilant par rapport à ces phénomènes-là.
cuivre, c'est un oxydant, donc on s'intéresse aussi aux états équilibres redox, donc avec une technique qu'on maîtrise de mieux en mieux au laboratoire, qui est la voltammétrie. Voilà, on a acquis encore de nouveaux systèmes. On a une docteure en électrochimie qui nous a rejoint. Voilà, donc on voulait avoir aussi de l'expertise sur cette science-là, et plus uniquement être des œnologues ou des techniciens du vin qui faisaient l'électrochimie. Donc on a une électrochimiste qui est dans notre équipe, ça nous permet de voir ça avec des yeux un peu nouveaux et un peu plus experts sur la science qu'est l'électrochimie. Donc on travaille en voltammétrie, donc des exemples de voltammogrammes que vous avez à gauche, et on fait de plus en plus de traitements pour essayer d'exploiter ces voltammogrammes. Sur ces voltammogrammes, au stade où on se parle, là, qui sont à un stade mou, notamment sur les blancs, ça c'est des résultats de voltammogrammes sur des mous de blanc. Ce qui nous intéresse, c'est les pics qu'on a à 0,4, autour de 0,4, sur le graphique de droite, qui est le traitement de la dérivée du graphique de gauche. Donc, la dérivée permet de voir les points d'inflexion un peu plus notablement. Et ces pics-là, c'est la richesse en composés facilement oxydables. Plus ces pics sont intenses, plus ça peut alerter. Et là, ce millésime-là, on n'a pas beaucoup de pics qui apparaissent lors des suivis d'électrochimie que l'on peut faire et que l'on a pu faire. Et cette partie du voltammogramme autour de 0,4, nous on appelle ça l'indice global d'oxydabilité numéro 2, pardon. Et c'est celui de la première colonne de ce tableau. Donc on est à 0,2 en moyenne sur cet indice-là. Plus cet indice-là est élevé, plus ça veut dire que les mous sont facilement oxydables. Ça, c'est la bonne nouvelle du millésime par rapport aux 3 derniers millésimes. C'est que les mous de blanc tiennent un peu plus, enfin, par nos indicateurs en tout cas, semblent montrer qu'ils ne sont pas excessivement riches en composés très facilement oxydables. Et ce constat qu'on fait en traitant mathématiquement nos profils d'électrochimie, on le partage avec nos clients au quotidien qui nous disent qu'effectivement les mous brunissent beaucoup moins vite que l'an dernier, que pour certains brunissaient de peur, un peu comme en 2018. Et c'est assez corrélé à cette mesure d'indice IGO2 qui est très très bas cette année. Probablement du fait que peut-être que les mous sont pas très pourvus en acide phénol. Et ça, on est en train de le confirmer par des dosages d'acide caphtarique, notamment, qui est l'acide phénol principal. Et c'est peut-être la conséquence, justement, à tout malheur, bonheur est bon. Mais s'il n'y a pas eu de stress hydrique trop important, peut-être que c'est la conséquence de peu de ces composés-là dans les raisins. Enfin, ça, c'est des hypothèses sur lesquelles on essaiera de réfléchir à tête reposée. Mais la conséquence pratique de ça, c'est que voilà, on a des choses qui sont assez intéressantes en termes de tenue à l'oxygène. Donc ça, c'est assez intéressant aussi par rapport à la réflexion cuivre qu'on a eue. Ces audits, cette approche électrochimie, bon, on en fait pas mal sur blanc, mais on pense qu'elle sera particulièrement intéressante aussi sur rouge. Donc on va en cave faire notamment les audits de pressurage. Tommaso en parlera après en termes de maturité, d'extraction et tout ça. Il y aura du pilotage assez fin à faire pour essayer d'optimiser ce qu'apporte le raisin sans avoir des problématiques d'austérité ou de verdeur. Et ça peut aussi permettre d'objectiver ça lors des pressurages. On vous tiendra au courant des premières données qu'on a lors des pressurages des rouges. Voilà, pour ma partie, je vais laisser la parole à Tommaso qui va vous présenter ses dernières découvertes et ses dernières inventions. Tommaso est quelqu'un de très inventif. Thomas, je m'appelle Thomas, je suis responsable du secteur analogie et biologie pour le laboratoire Excel. Donc, je vais vous présenter quelques outils et quelques dosages récents et frais que nous avons réalisés au laboratoire ces derniers jours. Et par exemple, je vais commencer par cet indice Jouvendange. C'est un peu une idée que nous avons eue depuis à peu près 2-3 ans et que ça nous a permis d'accumuler des données sur un paramètre qui n'était pas vraiment suivi fait, de façon en routine et qui nous paraît relativement simple à obtenir et qui peut donner des informations utiles pour le vinificateur. Donc, le principe de cet indice jus vendange, c'est en fait dans des raisins, une fois qu'on les presse, on obtient donc du jus et on obtient, il y a en partie, donc toutes les parties solides, avec les pépins en particulier et les pellicules, qui constituent donc le marc, si on veut. Et donc il y a vraiment ces deux parties, phase liquide et phase solide.
Et on suit pas vraiment ces deux éléments de la grappe et des raisins. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et surtout qu'il y a un équilibre entre ces deux éléments, partie liquide et solide, qui selon les objectifs technologiques, il peut avoir des impacts importants. Donc, l'idée, c'était donc de mesurer ces deux parties et pour déjà. Donc, et pourquoi on a réalisé un indice? Donc, la raison, c'est en faisant en fait le rapport entre le jus qu'on obtient de la vendange et le poids de la vendange totale, on obtient donc des valeurs en pourcentage et qu'on a transformé en fait dans un indice qui va de 0 à 10. La raison est qu'on a adapté en fait le pourcentage à l'échelle des résultats que nous pouvons obtenir en vrai. Parce que de travailler entre 0 et 100%, quand en réalité on est sur des pourcentages qui sont beaucoup plus, une échelle beaucoup plus restreinte, euh, avait tendance à peu écraser les valeurs. Donc, avec cette interprétation d'indice, ça nous a permis de mettre en valeur les différences en fait, entre les différents raisons. Donc, ça, c'est un peu ce que ça donne cet indice. Là, c'est un exemple sur des données de 2020. Et on a pu créer une échelle, en fait. Plus l'indice est élevé, plus ça veut dire qu'il y a du jus qui est présent dans la vendange. Donc, plus de parties, plus de phases liquides par rapport à la phase solide. Et l'intérêt de cet indice, c'est qu'il peut être un complément intéressant aux indices classiques que nous réalisons déjà en routine, comme le poids des baies, l'analyse de la maturité phénolique, le glory. Et ça peut faire partie donc de ces raisonnements-là. Et on obtient aussi des différences importantes en fait entre on voit des différences entre la maturité des raisins, les cépages et au sein du même parcellaire dans un seul millésime, on a des écarts importants. Donc l'idée d'un indice. Je vous montre quelques données qu'on espère donc bien sûr de continuer à enrichir notre base de données en 2021. On a déjà commencé. Donc ça, c'est des données sur des cépages déjà en 2020. Donc effectivement, il semble y avoir, donc sur toutes les données de 2020, on avait des effets cépage. Donc vous avez le Cabernet Franc à gauche, le Cabernet Sauvignon qui se trouve ici. La moyenne était autour de 7. Et après, vous avez du Merlot, donc qui était plus faible en 2020 par rapport au Cabernet. Donc un indice plus faible, ça voulait dire donc plus de phases solides dans ces cas-là. Et on a le Malbec à droite, on avait eu quelques parcelles de Malbec aussi, et le Malbec avait un indice qui était très très élevé, donc beaucoup plus de jus par rapport à la phase solide. Et là, c'est un traitement des premières données où nous avons ajouté les premières données de 2021. Donc, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est donc, bien sûr, il faut faire un peu attention parce qu'on a encore pas énormément, vu que la maturité est un peu tardive cette année sur le rouge. Cet indice, on le fait surtout couplé à la maturité phénolique. Donc, on est un petit peu en retard sur les valeurs, on en a un certain nombre, mais ça va sûrement évoluer dans les prochains jours. Mais pour l'instant, donc l'indice semble être donc plus faible sur les données 2021. Donc, ça signifierait que la phase solide par rapport au jus qu'on arrive à obtenir de la vendange, elle est plus importante sur 2021. Et on verra si ça se confirme dans les prochains jours. Mais ça, c'est un exemple de traitement qu'on va pouvoir faire. Donc, même au sein d'une propriété, on va pouvoir suivre sur les différentes années ces rapports, ces indices jus-vendange. Au niveau de l'interprétation, ça, c'est quelques éléments. Il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir quand on aura plus de données, mais c'est un indice qui, donc, c'est l'indice, il est directement proportionnel à la richesse en jus. Donc, plus il y a de jus, plus l'indice est élevé. Ça permet de maîtriser mieux les saignées dans les millésimes où cela est nécessaire ou utile. C'est important c'est un déterminant important du potentiel polyphénolique. Pourquoi? Parce que plus l'indice sera bas, plus ça veut dire qu'on aura des pellicules et des pépins
par kilo de raisin. Et cela veut dire qu'il y a potentiellement plus des matières polyphénoliques à extraire de ces raisins. Et ça permet aussi donc de caractériser le terroir, les parcelles, le parcellaire, le millésime. Donc ça, c'est sur le jus vendange. Dans les prochains jours, on va en faire de plus en plus. Donc on va enrichir notre base de données, mais je voulais déjà vous communiquer quelques données sur ça. C'est un indice simple à réaliser, qui n'est pas très coûteux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire sur beaucoup de raisins et le coupler en complément des analyses que nous faisons déjà. Et maintenant, je vais vous parler aussi de quelques arômes à surveiller dans ces millésimes 2021. Pourquoi? Parce que c'est un millésime qui, effectivement, au niveau de la maturité, sur le rouge en particulier, il est tardif, sûrement tardif. Et donc, il y a certains arômes qui vont jouer un rôle clé dans ces millésimes. En particulier, il y a des arômes c'était un millésime aussi au niveau phytosanitaire assez comment dire, fragile, qui a demandé beaucoup de technicité, beaucoup d'efforts au vignoble. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre d'arômes qui sont produits par la vigne et qui sont liés à un système de défense naturelle de la vigne. En particulier, ici, j'ai mis une image qui décrit ce phénomène qui est connu et qui fait vraiment partie de la réponse immunitaire de la vigne. Donc, en fait, quand il y a un pathogène qui attaque la vigne, il y a un système de défense qui fait qu'il y a certains arômes, certaines molécules aromatiques qui sont produites pour aller informer les autres feuilles et les autres plantes qui se trouvent autour de la partie touchée qu'il y a une attaque en cours. Donc, ces molécules ont été donc découvertes ont été découvertes depuis longtemps dans le végétal et depuis les travaux de Xavier Poitou en particulier sur la vigne, on sait qu'il y a aussi un rôle vraiment aromatique de ces arômes sur le vin. Donc, en particulier les salicylates d'éthyle et d'éméthyle qui sont produites après une attaque ont des impacts aromatiques importants. Donc, cette année, on a donc de ces arômes-là. Je vais vous montrer quelques dosages qu'on a réalisés récemment. Là, je vous ai mis un slide qui résume un peu les caractéristiques de cet arôme pour qui ne le connaît pas, des salicylates d'éméthyle. C'est donc un arôme qui est présent dans beaucoup de produits de la médecine, en particulier chinoise, dans des baumes, dans des choses comme ça appliquées, et que vous pouvez, c'est un odeur vraiment typique, c'est assez, c'est mentholé, médicamenteux et camphré. Donc c'est vraiment un arôme frais, et, très intéressant au niveau du profil aromatique. Et ça, c'est quelques dosages frais de cet arôme que nous avons fait cette année dans l'appellation Médoc. Là, ils ont 2-3 jours, ces dosages. On peut voir quand même, au sein de même propriété et en même parcellaire, on peut avoir des écarts très importants, du simple au double au triple même, sur ces arômes-là, sur le même cépage. Donc, effectivement, on peut s'attendre, il y a une grande hétérogénéité cette année sur les raisins et les résultats vont être aussi présents dans le vin au niveau du profil aromatique. Donc, c'est un des défis de cette année, c'est vraiment gérer cette hétérogénéité de façon appropriée. Et c'est il y a dans ces arômes, bien sûr, liés aux arômes frais et herbacés, il y a aussi des choses, on a aussi des choses qui ne sont pas forcément très positives. Comme cette année, on observe un peu un retour des pyrazines. Ça faisait beaucoup d'années, effectivement, au laboratoire on dosait que des traces d'IBMP, mais jamais des niveaux importants. Effectivement, ici, dans cet exemple, c'est des raisins des Cabernet
en date en septembre, donc au début, enfin, il y a une dizaine de jours, même un peu moins. C'est sûr que le Cabernet n'est pas mûr actuellement, donc il faut attendre, mais quand même, cette teneur d'IBNP reste très élevée par rapport à ce qu'on s'attend normalement dans cette période de l'année. Donc, il y a quand même il faut faire attention parce que l'IBNP, c'est vraiment l'arôme de poivron vert. Donc, normalement, on est sur une cinétique que je vous ai résumé en bas à gauche. Donc, les pyrazines baissent très fortement quand on se rapproche de la maturité. Effectivement, si la maturité elle est tardive, bien sûr, il y a un risque au niveau de l'IBNP sur le Cabernet. Il y a un autre arôme qui peut être intéressant cette année. Ça ne concerne pas vraiment le Merlot et le Cabernet parce que ce n'est pas un arôme qui est typique de ces cépages-là. Mais par exemple, pour le cépage d'Uras, l'appellation Gaillac, c'est un cépage qui est riche en rotondone, naturellement. Donc, vu que cette année, il y a eu de la pression phytosanitaire, donc c'est un sesquiterpène, le rotondone est un sesquiterpène, donc il est produit dans le même mécanisme de salicylate déméthylé d'éthyle, c'est la défense de la vigne. Donc, il y a effectivement un gros potentiel rotondone cette année, en tout cas, en général. Donc, c'est un millésime qui peut être poivré sur les cépages qui ont cette molécule. Et c'est un arôme très intéressant aussi à travailler. Donc, pour résumer, c'est ma dernière slide. Je voulais lancer un petit peu si vous avez des questions aussi. Moi, je pense que personnellement, nous pensons même, que 2021, c'est un millésime technique parce que la maturité, la maturité n'est pas simple comme dans les derniers millésimes, peut-être, mais, mais très riche en opportunités parce qu'il y a du potentiel aromatique, il y a de l'hétérogénéité, il y a des choses à valoriser, il y a beaucoup d'opportunités pour faire des vins frais, équilibrés, pas très tanniques, avec un bon potentiel polyphénolique. Mais, donc, c'est des profils qui sont très recherchés pour le marché et que les consommateurs demandent comme ça. Donc, il ne faut pas voir que le noir sur le millésime. Je pense que ce millésime a quand même des petites opportunités cachées qu'il faut que dans quelques années, peut-être on souhaitera avoir plus de millésimes comme ça, peut-être moins de millésimes avec 40 degrés de température. Et bon, je laisse. Merci beaucoup à tous en tout cas pour être là. Et si vous avez des questions, on peut vous répondre pour moi. Et bon vendage 2021 à tous.